L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Je précise d'abord que nous avons enregistré cette émission vendredi 13 mai pour que vous puissiez prendre un repos mérité. Alors, des accusations de harcèlement sexuel chez les champions de l'égalité, voire de l'indifférenciation des sexes, de lourds secrets au cœur du parti de la transparence, avec l'affaire Baupin qui sera notre premier sujet, le mal s'invite au cœur du camp du bien. Vous nous direz si vous vous réjouissez, comme la plupart des commentateurs, de la fin de l'omerta, titre de Libération mardi, ou si vous craignez au contraire les excès de la justice médiatique. Beaucoup d'auditeurs attendaient notre deuxième sujet. Nous traiterons en effet de la résolution de l'UNESCO qui efface tout lien entre le peuple juif et Jérusalem, résolution dont Manuel Valls regrette que la France l'ait votée, ce qui vous réjouira sans doute Alain Finkielkraut. Mais commençons par l'affaire Baupin. Donc je rappelle que France Inter et Mediapart ont publié lundi une longue enquête dans laquelle 4 femmes témoignent à visage découvert, élues ou militantes de EELV, de Europe Écologie Les Verts. Donc elles disent avoir reçu des dizaines de SMS salaces dont beaucoup sont reproduits dans l'article. L'une d'elles évoque une tentative d'agression. Rappelons donc que le présumé coupable, ou celui qui est accusé en tous les cas, Denis Baupin est l'époux d'Emmanuel Cauze, dont c'est peu dire que son entrée au gouvernement a excédé ses camarades de parti, Cécile Duflot en tête. Denis Baupin, lui, a nié les faits qui lui sont reprochés et il attaque les 2 médias concernés en diffamation. Donc, accusé lundi matin, il a été démissionné néanmoins l'après-midi de sa vice-présidence de l'Assemblée nationale et bien que la plupart des faits soient prescrits, le parquet a ouvert une enquête préliminaire mardi, me semble-t-il. Alors, Alain Finkielkraut, pensez-vous que ces accusations sont fondées et que vous ont-elles inspiré au premier chef? Quelle a été déjà votre première réaction lundi à l'annonce de ce nouveau scandale? Ma première réaction a mis du temps à, en quelque sorte, se dessiner. Donc ma première réaction ne date pas de lundi, mais plutôt de mercredi ou jeudi. Quand j'ai vu, en effet, ces jours derniers, les médias se déchaînaient comme un seul homme contre Denis Baupin, j'ai rouvert, mélancoliquement, La Tâche, le roman de Philippe Roth. Et j'ai constaté, en lisant cette description des ravages de ce que Nathaniel Hawthorne appelait le persecuting spirit, que la France s'américanisait à grands pas. Je rappelle que La Tâche a été écrite au lendemain de l'affaire Clinton-Monica Lewinsky. Et Nathaniel Hawthorne, que vous prononcez bien mieux que moi, est l'auteur de La Lettre écarlate. Voilà, de La Lettre écarlate. Et Philippe Roth le cite au début de La Tâche. Oui. L'esprit de persécution, de persecuting spirit. La France s'américanise à grands pas, en effet. Un homme est accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes de son parti, et voici la nation saisie par une presse unanime du problème de l'omerta dans les formations politiques, dans les administrations, dans les entreprises, dans tous les lieux où les hommes sont en position de pouvoir. Omerta, ça rappelle la Sicile et le sort réservé à ceux qui brisent la loi du silence imposée par la mafia. On en parle aussi dans nos cités pour les dealers. Et oui, l'omerta, donc, c'est quand même pas n'importe quel mot. Mais pour remédier à cette omerta, la ministre des Familles, puisque c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, la famille, c'est un singulier beaucoup trop normalisateur. La ministre des Familles... Ce qui est une vieille expression argotique, le machin des familles. Voilà, exactement. La ministre des Familles nous dit qu'elle prendra des mesures visant à faciliter les plaintes contre ce type de délit. Les lanceuses d'alerte. Voilà. Et vous l'avez souligné dans votre présentation, Elisabeth Lévy, le parquet, en l'absence de plainte, a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire sur les agissements
pour la plupart prescrits, de Denis Baupin. J'aime, alors j'ai précisé les choses tout de suite, j'aime l'ambiguïté dans les rapports humains. Je considère donc l'explicite comme une faute de goût, je ne fais pas dans le graveleux, et je réprouve, bien sûr, les gestes déplacés. Mais faut-il, pour autant, les criminaliser ? Est-il juste de faire planer l'ombre du viol, car c'est de cela qu'il s'agit, sur la gauloiserie ? Doit-on vraiment parler de progrès de la civilisation quand un ministre, Michel Sapin en l'occurrence, présente ses excuses, fait son autocritique publique pour avoir fait une remarque inappropriée sur la tenue d'une journaliste et lui avoir passé ensuite la main dans le dos. Faudra-t-il poursuivre devant les tribunaux les membres du conseil d'agglomération de Saint-Quentin-les-Yvelines qui ont accueilli Aurore Berger, jeune élue du Parti des Républicains, par un « quand je te vois, j'ai envie de te faire une Baupin » ou encore « quand on te voit, Aurore, on a le bâton de berger ». Ces blagues sont lourdes, ces blagues sont déplacées, ces blagues ne sont peut-être pas drôles, mais ce sont des blagues. Mérite-t-elle une sanction pénale ? Le chemin de l'égalité des conditions passe-t-il par la désexualisation des rapports entre les hommes et les femmes et la judiciarisation de ce qu'ils ont encore de sexuel? Voilà ma question. Alors permettez-moi tout de même de m'arrêter un instant là-dessus, parce que beaucoup de gens sont choqués par le simple terme gauloiserie s'agissant d'un certain nombre de comportements, parce que la gauloiserie c'est plutôt sympathique quand même, et malgré tout, dans tout ce que vous avez cité, il y a quand même de grosses différences. Faire des grosses blagues lourdes, ça peut nous faire rire, ne pas nous faire rire, enfin, c'est pas très grave. Aurore, attendez une petite seconde, c'est moi qui vous interromps pour une fois. Oui, allez-y, c'est la justice. Ça, c'est un truc qui n'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Alain Finkielkraut interrompt Elisabeth Lévy dans un homme a mordu un chien. Voilà. Donc, peut-être, mais Aurore Berger, au lendemain de l'affaire Baupin, a témoigné au journal de France 2 très longuement sur ce qui lui était arrivé de traumatisant à ce conseil d'agglomération. Donc la gauloiserie est mise en cause à la faveur de cette affaire. Elle est rangée sous la rubrique du harcèlement, et sur le harcèlement, je le répète, plane l'ombre menaçante du viol. Bien sûr, mais malgré tout, vous avez eu raison de m'interrompre, mais vous n'avez néanmoins pas répondu tout à fait à ma question. Il y a de réelles situations de harcèlement, notamment si ces témoignages sont véridiques et s'ils sont prouvés, s'ils sont vérifiés d'une quelconque façon, notamment quand il s'agit de gens sur lesquels on a du pouvoir. Donc, au-delà, disons, je crois qu'on ne peut pas tellement rester sur l'affaire Baupin, en dehors du fait qu'elle a quand même lieu chez les Verts, ce qui peut-être vous inspire quelques réflexions. Déjà, absolument. Alors, absolument, parce qu'on est en droit de s'interroger. Europe Écologie Les Verts, c'est pas n'importe quel parti. C'est un parti féministe et même, je dois dire, hyper féministe. Et même tranchant. Alors, pourquoi ? C'est ça. Et on peut se poser la question quand même. Pourquoi, à défaut de porter plainte, les femmes ayant subi ces agressions ou reçu des textos insistants, torrides et peut-être pornographiques, pourquoi ces femmes n'ont-elles pas tapé du poing sur la table à l'intérieur du parti? Pourquoi n'ont-elles pas alerté Noël Mamère? Elles ont même tenté, il faut quand même, l'article de Mediapart le raconte, elles ont tenté, si vous voulez, elles ont effectivement alerté certaines instances. C'est toujours resté en quelque sorte en interne. Tout le monde a décidé que le linge sale devait être lavé en famille. Je suis étonné, je ne pense pas que Cécile Duflot aurait pu prendre une décision pareille, ni Noël Mamère, ni Eva Joly. Mais alors, Barbara Pompili et François de Rugy avaient les deux, l'un et l'autre, vu Denis Baupin, semble-t-il. Voilà, et il est intéressant de savoir que ce sont ceux-là. Parce que pourquoi parle-t-elle maintenant? Les langues se délient. Voilà. Alors, et je n'est-ce pas quand même une manière de faire payer leur trahison
à Denis Baupin et à Cécile Duflot. Ils ont quitté les Verts et il est devenu Horresco Referens ministre. Emmanuel Cos, la femme de Denis Baupin. Pas Cécile Duflot. Non, Emmanuel Cos est devenu ministre du Logement, la place qu'occupait Cécile Duflot dans le gouvernement d'un François Hollande qui songe, pour se faire réélire, à affaiblir les Verts. Et tout d'un coup, les langues, en effet, se délient. Quand même, c'est extraordinaire. Le timing est troublant. Le timing est troublant, comme vous dites. Ça ressemble énormément à un règlement de compte politique. Et puis, autre interrogation, le support Mediapart, le grand site de délation français. Et France Inter. Oui, mais parlons de Mediapart quand même. Il est d'autant plus heureux, ce grand site de délation, d'autant plus heureux de publier ces révélations vengeresses qu'elles permettent d'effacer les propos de Kamel Daoud après les événements de Cologne. Je rappelle ce que disait Kamel Daoud: il faut ouvrir l'asile au corps, mais aussi convaincre l'âme de changer. L'autre vient de ce vaste univers de douloureux et affreux que sont la misère sexuelle dans le monde arabo-musulman, le rapport malade à la femme, au corps et au désir. L'accueillir n'est pas le guérir. Qu'il y ait des lieux en France où les cafés sont exclusivement fréquentés par les hommes, que le métro et le RER est cessé pour les femmes d'être des endroits sûrs. Voilà ce que l'antiracisme officiel ne veut pas savoir. Voilà la réalité qu'au nom de la lutte contre l'islamophobie, Mediapart refuse de prendre en compte. Plus les femmes sont maltraitées dans les quartiers, et plus le politiquement correct nous montre le calvaire qu'elles subissent dans les beaux quartiers. Plus se répandra dans les transports publics ce tar-rouge-gami, je crois, ce modus operandi connu dans les pays arabes et consistant dans le harcèlement sexuel au sein des foules, et plus on se mobilisera contre les gros dégoûtants de l'Assemblée nationale. Rappelons que Caroline de Haas avait celle qui demande d'oser le féminisme contre Denis Baupin, et qu'il a demandé face à vous l'autre jour dans l'émission 28 minutes d'Arte. Caroline de Haas, donc, a dit au lendemain des événements de Cologne, à ceux qui raisonnaient comme Kamel Daoud: allez déverser votre mère de raciste ailleurs. Oui, ça, tout à fait, vous avez raison. Il y a certainement une forme d'oppression, certaines formes d'oppression des femmes qu'on ne veut pas voir. Mais tout de même, je ne voudrais pas que nos auditeurs vous mal comprennent, si je puis dire. Cher Alain Finkielkraut, je reviens une dernière fois quand même sur cette question du harcèlement réel. Alors, bon, en politique, moi je suis un peu frappé. D'un côté, on célèbre en permanence les qualités en quelque sorte de ces animaux politiques. Ce sont des tueurs, ce sont des séducteurs, ce sont des conquérants. Il faut regarder les titres des journaux. Et quand ces tueurs, ces séducteurs et ces conquérants se montrent en réalité un peu, effectivement, se montrent un peu tueurs, séducteurs et conquérants, disons, on feint de s'en étonner. Alors est-ce qu'il n'y a pas, si vous voulez, tout le monde sait que le milieu politique, hommes et femmes confondus, est un milieu très érotisé, si je puis dire. Oui, on dit ça en tout cas. On dit que le pouvoir a des vertus érotiques, mais il est vrai que le climat a un peu changé, parce que je me souviens des articles et des livres très élogieux, et même très fascinés, consacrés au pouvoir incroyable de séduction d'Henry Kissinger. Ça, je ne me rappelle pas du tout. Mais si, mais parce que je suis un très vieux monsieur. Et donc, Henry Kissinger, oui, c'était pas Brad Pitt. Non, c'est la séduction de l'intelligence. C'était la séduction de l'intelligence. Qui est grande. Et du pouvoir. Et de la force. Et du pouvoir. Et aujourd'hui, les mentalités changent, mais je veux bien qu'elles changent. Je veux bien, simplement, c'est la criminalisation et la judiciarisation qui m'inquiètent. Et je vous parlais de l'américanisation de la société française. On en a vu une preuve terrible, et ça n'a pas été beaucoup relevé, lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Laurent Lafitte, avec la blague anti-Polanski, s'est cru permis de dire, devant le réalisateur de Café Society lui-même, que Woody Allen faisait énormément de films en Europe, alors qu'il n'avait pas été condamné pour viol aux États-Unis. C'est
d'une brutalité inimaginable, mais il l'a fait parce qu'ils se sont galvanisés par le néo-féminisme médiatique. Et c'est aussi une blague un peu du genre des Oscars. À la cérémonie des Oscars, on fait tout le temps des blagues un peu comme ça, crues. Oui, mais on le voit. Voilà. Et donc vous avez... Non, mais ça va dans... Ça va dans votre sens. Mais dernière chose pour que nos auditeurs et nos auditrices ne se trompent pas. Donc, vous comprenez bien qu'il y a quand même, entre effectivement la drague lourde et l'agression, il y a la question tout de même du consentement. Et on peut aimer, si vous voulez, la séduction, on peut aimer que les relations entre les hommes et les femmes restent marquées par un certain trouble, un certain tourment et un certain secret. En revanche, si vous voulez, la stagiaire à qui on fait comprendre qu'il faut qu'elle passe à la casserole, l'élu ou la jeune élue, la jeune fille qui arrive au parti, à qui on fait comprendre la même chose, c'est tout de même fort problématique. Que faut-il faire ? Ça, c'est extrêmement problématique. Pour Denis Baupin, il ne s'agit pas de cela. Mais je vous le dis, je réprouve ce type de comportement. Il m'est jamais arrivé de mettre la main aux fesses d'une, je sais pas quoi, d'une stagiaire, si tant est que j'en ai eu, ou d'une étudiante. On ne peut même pas vous imaginer faisant une chose pareille. Je suis très très bien comporté à Polytechnique et je vous dis, j'aime l'ambiguïté. Je n'aime pas l'explicite, je n'aime pas le graveleux. Et si j'utilisais des textos, ce ne serait pas pour bombarder les femmes de propositions dont elles ne veulent pas, dont elles ne veulent rien avoir à entendre. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a effectivement d'un côté on en fait beaucoup, ça c'est devenu la grosse affaire, on mélange beaucoup de choses. Il n'empêche que la justice ne passera sans doute pas. Et peut-être qu'effectivement, Je pense que la justice ne doit pas passer partout. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a des choses qui doivent se régler autrement. Il est normal que des femmes ainsi pressées, si vous voulez, ainsi intimidées, réagissent. Et refusent de se laisser faire, c'est très bien, mais ne comptons pas sur les tribunaux pour régler tous les rapports entre les hommes et les femmes et les rapports humains en général. Et il est sûr que tout le monde n'a pas le réflexe, ni même la capacité de le faire, mais une bonne paire de claques de temps en temps résout sans doute les choses de façon assez efficace. Passons maintenant à un sujet dont beaucoup d'auditeurs se sont inquiétés que nous ne parlions pas, cher Alain. Il s'agit donc de cette fameuse résolution de l'UNESCO sur Jérusalem. Donc le 16 avril, une majorité des 58 pays membres du Conseil exécutif de l'UNESCO, dont la France, dont l'Espagne, dont la Slovénie, donc une majorité a adopté une résolution visant à sauvegarder, donc là c'est entre guillemets, à sauvegarder le patrimoine culturel palestinien et le caractère distinctif de Jérusalem-Est. Ce texte affirme qu'il n'y a aucun lieu saint juif à Jérusalem, qu'il n'y a jamais eu de temple sur le mont du Temple, que le tombeau des patriarches et le mausolée de Rachel et même le chœur et même le mur des lamentations sont des lieux saints musulmans. Alors seuls 6 pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et les Pays-Bas ont voté contre. La France a voté pour, ce que Manuel Valls, après Bernard Cazeneuve, a regretté hier soir, et semble-t-il même le président exprime des réserves, le président de la République. Quant au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il se propose de former les personnels de l'ONU à l'histoire du peuple juif. Alors, Alain Finkielkraut, le monde juif, notamment les institutions, la communauté juive en France sont très remontées contre cette résolution. Est-ce que c'est à raison ? Bien sûr que c'est à raison, bien sûr. Et je suis moi-même très inquiet devant ce qui vient de se passer. Et pour faire un lien avec l'affaire Denis Baupin, celle-ci a fait les titres. Le jour même, ou enfin peu après le vote de cette résolution, peu après, c'est-à-dire le choc pour, disons, le journal de France 3, c'était l'affaire Baupin et ce qu'elle révélait des mœurs effrayantes de la classe politique française. Le choc, ce n'était pas le vote de la résolution de l'ONU et les protestations, eh bien, elles se sont exprimées en France dans un seul journal, hélas. Raïm Corsia, William Goldnadel dans Le Figaro. Et Shmuel Trigano dans Le Figaro. Rien dans Le Monde, rien à la télévision, rien dans Libération.
et j'en passe. La presse était occupée, semble-t-il, à beaucoup plus important. Or, en effet... Mais j'ai trouvé sur des sites pro-palestiniens, moi, quand j'ai cherché des éléments. Alors, le Conseil exécutif de l'UNESCO, vous l'avez rappelé, a adopté une résolution sur la Palestine qui a été présentée, il faut le dire, par l'Algérie, l'Égypte, le Liban, le Maroc, le Sultanat d'Oman, le Qatar et le Soudan. Que des pays dits modérés, à part le Qatar, Soudan. Le Qatar, c'est-à-dire le PSG. Si vous voulez. Le PSG a présenté, Zlatan Ibrahimovic a présenté... plus Zlatan Ibrahimovic, cher Alain Finkielkraut. Ça l'est encore, jusqu'à la fin de l'année. Même moi, je le sais. Même moi, je sais ça. Zlatan Ibrahimovic et Laurent Blanc ont présenté une résolution expliquant qu'il n'y a aucun lien religieux entre le peuple juif et le mont du Temple, ni le mur occidental, dit mur des lamentations, et attribuant à ces lieux, ainsi qu'au caveau des patriarches et à la tombe de Rachel, des noms arabes. Et cette motion était rédigée par les experts de l'autorité palestinienne, et elle accuse en outre Israël d'installer des tombes juives fictives dans les cimetières musulmans à Jérusalem-Est afin d'asseoir son emprise sur cette partie de la ville. Et le mur occidental est rebaptisé, je crois, Place al-Boukra. Et il y est expliqué, semble-t-il, que c'est un lieu saint musulman, puisque c'est l'endroit d'où se serait envolé la jument de Mahomet. Oui, voilà. Alors, mais donc, enfin, de toute façon, tout lien était passé. Donc, et déjà... c'est une vieille affaire. Voilà. C'est une vieille affaire. Car je me suis replongé, pour la circonstance, dans le livre passionnant de Shlomo Ben-Ami, Quel avenir pour Israël. C'est un livre d'entretien que cet ancien ministre d'Ehud Barak a... Qui était ambassadeur aussi en Espagne, me semble-t-il. Mais avec Yves Charles Zarka, Jeffrey Andrew Barash et Elhanan Yakira. Et il revient sur les négociations, les dernières négociations de Camp David, sous l'égide du président Clinton, entre Barak et Arafat. Ces négociations ont échoué, et après l'échec, après le nom d'Arafat, a été lancée, on le sait, la deuxième intifada. Mais il nous raconte une scène incroyable, car il s'agit d'une discussion sur Jérusalem pendant la dernière nuit des négociations. Il était, Shlomo Ben-Ami, le seul représentant d'Israël, et le représentant palestinien était Saeb Erekat, qui est toujours là d'ailleurs. Et cette discussion a eu lieu dans la maison de Clinton. Nous avons débattu la question du temple, car le représentant palestinien prétendait que le temple n'avait jamais existé et que tout cela n'était qu'une blague. Et il a fallu après qu'Ehud Barak dise, quand le jeune Jésus se promenait dans les rues de Jérusalem, il ne voyait pas de mosquée, c'est avant tout le temple qu'il voyait, car c'est pour voir le temple qu'il était venu à Jérusalem. Cela, les Palestiniens le nient depuis toujours et continuent à le nier. Et c'est terrible de penser que l'autorité palestinienne négocie pour un accord avec Israël en niant toute légitimité historique de la présence juive sur la terre de Palestine. C'est d'autant plus bouleversant, d'autant plus attristant que cette attitude ancienne entretient, nourrit d'un autre côté l'extrémisme d'une partie de la société israélienne, parce que je suis aussi sensible à ce qu'ont dit récemment les chefs de l'état-major israélien, notamment le jour de la Shoah, le chef de l'état-major disant par exemple « Je ne veux pas qu'un militaire vide son chargeur sur une fille de 13 ans qui la menace avec des ciseaux » et son adjoint s'inquiétant des processus qu'il qualifiait de nauséabonds qui se développe dans son propre pays. Article encore extrait du Figaro. Encore extrait du Figaro. Oui, c'est donc, si vous voulez, cette situation est vraiment terrible. Elle est vraiment poignante. Mais il faut aller plus loin. Dieu est omniscient et omnipotent. Cependant, même Dieu ne peut pas modifier le passé. Il ne peut pas transformer l'advenu en inadvenu. Aucune théologie ne fait mention d'une providence rétrospective. Mais ce que Dieu ne peut pas faire, cette résolution le fait. Elle remodèle l'histoire en fonction des volontés qui s'affirment aujourd'hui dans le monde arabo-musulman. C'est-à-dire, vous pensez que au-delà donc de cette
cette affaire elle-même, vous pensez que le refus d'Israël, le rejet d'Israël comme État juif, d'un État juif, oui, bien sûr, est en train plutôt de s'étendre. Mais je pense qu'il est quand même au cœur, hélas, de la revendication palestinienne qui négocie avec Israël en expliquant qu'Israël n'a rien à faire là. Il y a une vraie difficulté. Mais d'un autre côté, les Israéliens négocient ou ne négocient pas d'ailleurs avec les Palestiniens en créant aussi à Jérusalem notamment, un fait accompli qui, de toute façon... Mais c'est bien pour cela, voilà. C'est bien pour cela que je suis très malheureux aujourd'hui. Oui. Je milite depuis toujours pour un État palestinien, mais je ne suis pas sûr que c'est à côté d'Israël, mais je ne suis pas sûr que c'est ce que les Arabes, les Palestiniens en particulier, les Arabes en général, recherchent aujourd'hui. Et effectivement, je suis indigné quand je vois que la France, avec la Russie, l'Espagne la Slovénie a voté pour cette résolution, alors que l'Estonie, l'Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis ont voté contre. Alors j'ai une question là-dessus que non, on a encore 3 minutes, donc je peux vous poser une question. Shmuel Trigano dit à ce sujet que les pays d'origine protestante sont nombreux dans les pays qui ont voté contre, alors que les pays catholiques, eux, sont plutôt favorables. Alors est-ce qu'il y aurait une poursuite en quelque sorte de l'escamotage de l'Ancien Testament peut-être en terre catholique? Est-ce que vous croyez à cette thèse? C'est ce qu'il dit. Non, je ne crois pas à cette thèse. Pardon. Je ne crois pas à cette thèse. Je constate que Manuel Valls est un opposant interne à son gouvernement et à son administration. Et je le constate avec une certaine tristesse. Mais je mets ce vote en rapport, plutôt qu'avec le catholicisme français, avec, par exemple, la dernière déclaration en date de Pierre Moscovici. Car, commentant l'élection d'un maire musulman à Londres, il a nié que l'Europe ait des racines chrétiennes. L'Europe est diverse, dit-il. Et c'est très intéressant parce que là encore, le passé est revu et corrigé. Le passé est mis aux normes de l'idéologie du jour. Puisque la diversité s'impose aujourd'hui, il faut qu'elle ait toujours été. Kundera, un des personnages de Kundera dit quelque part que la lutte de l'homme contre le pouvoir est la lutte de la mémoire contre l'oubli. Et je constate qu'il y a pire que l'oubli, il y a la mémoire falsifiée. C'est-à-dire que plus le monde change et plus le passé est sommé de changer avec lui. Et la France, pays de koufars, koufars ça veut dire mécréant, eh bien elle convie le rappeur Black M à clôturer les cérémonies commémoratives du 100e anniversaire de la bataille de Verdun, et elle vote la résolution de l'ONU. Et raciste soit qui mal y pense. Oui, on accuse de toutes sortes de mots tous ceux que cette affaire du rappeur a... Mais je trouve que c'est la même désinvolture à l'égard du passé au nom du présent diversitaire qu'on exalte. C'est une forme de négationnisme en quelque sorte, oui, une forme de révisionnisme historique. Une forme de révisionnisme Malheureusement, nous devons arrêter là la discussion, mais peut-être reviendrons-nous. Je ne sais pas si cette résolution a des conséquences pratiques. En dehors de ça, est-ce que non, mais elle est symboliquement très grave et elle aura pour conséquence de durcir et de radicaliser encore les positions entre Israéliens et Palestiniens au moment même où la France veut organiser une conférence internationale sur la paix. C'est mal parti. Alors, merci, cher Alain Finkielkraut, de donner de la hauteur à une actualité qui n'en a pas toujours. D'ici dimanche prochain, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr, radio rcj.info. On vous lit également dans le mensuel Causeur. Alors, je vous souhaite de bonnes vacances, cher Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs, je souhaite une excellente semaine.